Je vais vous présenter le cours d'endocardite infectieuse. En commençant par l'introduction, ce sont des infections rares et graves. Donc, par définition, l'endocardite englobe les signes cliniques, bactériologiques et l'imagerie. Donc, Staph aureus et streptocoque constituent 80% des cas des étiologies. Il faut rechercher toujours un port d'entrée. Il faut au moins 3 hémocultures aéro-anaérobie doivent être prélevées avant l'antibiotique. Devant suspicion d'endocardite avec hémoculture négative, on doit faire un écho-cœur. Donc, toujours dans les suspicions d'endocardite, pas seulement dans si l'hémoculture négative, on doit faire l'imagerie écho-cœur. Les complications cérébrales et cardiaques sont les plus fréquentes et les plus graves. Donc, la prise en charge est hospitalière, nécessite une équipe multidisciplinaire expérimentée. Le traitement c'est basé sur antibiotiques parentérales prolongés, plus ou moins une chirurgie valvulaire. Les indications de l'antibioprophylaxie restant dans le cas de procédures dentaires invasives chez un cardiopathe à haut risque. Maintenant, on passe à la définition. Donc, l'endocardite, c'est une infection d'une ou plusieurs valves natives ou prothétiques, le plus souvent due à une bactérie et rarement du champignon. Donc, l'agent pathogène gagne la circulation à partir d'un port d'entrée. Donc, les agents infectieux responsables d'endocardite infectieuse par ordre de fréquence sont premièrement les streptocoques, soit oraux ou bien inaggruppables, ou bien streptocoques D d'origine digestive. Deuxième germe, c'est Staphylococcus aureus, troisièmement entérocoque et quatrièmement Staph coagulase négative. Les autres tels que Coxiella burnetii, Bartonella, BGN du groupe de A-sec et les cardiopathies, les bactéries caractérisées par leur croissance lente et nécessitent un milieu enrichi. 10% des hémocultures sont négatives et l'agent est identifié par technique de PCR. Maintenant, on passe à l'épidémiologie. Donc, à l'épidémiologie, on a des cardiopathies à risque, des hauts risques et de bas risques. Des hauts risques tels que les prothèses valvulaires, les cardiopathies congénitales cyanogènes, CCC, et antécédents d'endocardite. Les bas risques sont les valvulopathies sauf rétrécissement mitral, les cardiopathies congénitales non cyanogènes sauf communication interauriculaire, les cardiopathies hypertrophiques et obstructives. Pour le port d'entrée, soit dentaire en suspectant des streptocoques oraux, bien le groupe de A-sec, cutané en suspect staph, urinaire bien digestif, surtout les entérocoques strepto D, et cathéter sont les staph et les levures. Donc c'est ça, maintenant on passe à la physiopathologie. Qu'est-ce qu'on dit dans la physiopathologie? Donc on a des lésions élémentaires. La lésion élémentaire, c'est une lésion proliférante composant de dépôts fibrinoplaquettaires à l'occasion de bactérémie. La bactérie adhère à l'endothélium lésé et se multiplie, donnant la végétation. Donc la végétation, c'est quoi? C'est une lésion proliférante constituée de fibrines, de plaquettes et de agents infectieux. La végétation responsable de manifestations soit infectieuses, soit immunologiques. Infectieuse, donc le foyer septique secondaire, et immunologique, c'est-à-dire à distance des lésions de vascularite. Donc, les lésions districtives valvulaires, ulcération, perforation, vont conduire vers une insuffisance valvulaire et donc manifestée par un souffle. Puis, on a l'extension de l'infection aux structures de voisinage conduira à une rupture de cordage, un abcès mycotique et fistulisation intercavitaire. Au niveau des artères, on a des lésions vasculaires immunologiques et embole septique de vasavarome qui va entraîner une anévrisme mycotique.
Le caractéristique de paroi est fragile et expose à un risque de rupture avec conséquences gravissime pour anévrisme cérébral. Donc, on dit que l'endocarde faiblement vascularisé, donc l'infection développe à l'adresse de défense immunitaire de l'hôte, d'où la nécessité d'un antibiotique bactéricide et prolongé. Passons à la clinique, donc on dit que l'endocardite infectieuse est une maladie systémique de présentation polymorphe. L'apparition ou la majoration d'un souffle dans un contexte fébrile va suspecter une endocardite infectieuse. Donc le diagnostic doit évoquer devant aussi AVC, purpurale, lombalgie, fébrile. Donc, selon le mode d'installation, on a soit endocardite subaiguë, c'est la maladie d'Osler, ou bien endocardite aiguë, généralement du Astaph. Donc, dans la clinique, on a 3 tableaux: le syndrome infectieux, les signes cardiaques et des manifestations extracardiaques. Pour le syndrome infectieux manifesté par fièvre à 38 jusqu'à 38,5 en plateau ou bien oscillante, altération de l'état général et spllénomégalie présente entre 30 et jusqu'à 40% des cas. Des signes cardiaques manifestés par souffle cardiaque d'apparition récente ou bien modifié, donc l'absence de souffle n'exclut pas le diagnostic. Aussi d'insuffisance cardiaque sevant gauche, des complications cardiaques rares comme troubles de conduction BAV dans le cas de abscisse septique, péricardique ou bien insuffisance coronarienne. Les manifestations extracardiaques, on a des signes cutanés, respiratoires, ophtalmologiques, rhumatismal, neurologique et rénal. Donc, on a 6 signes extracardiaques. En commençant par les signes cardiaques, on a des purpura péticiales. Donc, siégeant soit conjonctival ou bien dans le cavité buccale. On a le nodicité d'Osler ou bien ce qu'on appelle le faux panaré, c'est pathognomonique, fugace, recherché à l'interrogatoire, précédé par un douleur, sont des nodules de taille de lentilles siégeant dans le bulbe de doigt. Donc, troisième manifestation clinique, c'est le placard érythémateux palmoplantaire de Janeway. Les signes respiratoires sont la toux d'aspnée retrouvée dans l'endocardite à cœur droit. Des signes ophtalmologiques fondés, on trouve des taches de rot. Ce sont des hémorragies associées à excitat blanchâtre. Des signes rhumatismaux sont fréquents, des arthralgies, des myalgies, des lombalgies, spondylodicite et arthrite. Signes neurologiques manifestés par anévrisme, des abcès, des méningites et hémorragie, parfois hémorragie cérébrale. Des signes rénaux protéinurés et maturés isolés évoquant l'insuffisance rénale par atteinte glomérulaire. Maintenant, en passant à les examens, donc avant le diagnostic, on parle de complications. Donc, on a des complications surtout cérébrales et cardiaques, donc l'insuffisance cardiaque, les complications neurologiques, surtout dans l'endocardite aiguë à staph et avec prothèse. Le taux de létalité à endocardite infectieuse à staph sur prothèse est de 50% des cas, alors que l'endocardite sur valve native à strepto, c'est 10% des cas. La mortalité diminue lorsque la durée, augmentation de la durée après l'hospitalisation. Le principal facteur influençant le pronostic à long terme est l'âge du malade. Maintenant, au diagnostic, on a l'hémoculture, l'imagerie, les autres examens. Bon, on passe donc l'hémoculture, c'est l'examen fondamental. 90% des cas, il est positif. On a 3 hémocultures à 60 ml de sang espacées dans le temps. Les hémocultures complémentaires, surtout ces antibiotiques préalables ou bien agents infectieux de croissance difficile tels que streptocoque difficile et levure. Donc, il est indispensable de signaliser au labo la suspicion de diagnostic. 10% des cas, on trouve des hémocultures négatives. Donc, les causes des hémocultures négatives, soit un antibiotique préalable, d'où la nécessité de l'interruption de l'antibiotique. Deuxièmement, des gènes difficiles de croissance tels que streptocoque déficient, ou la nécessité des hémocultures prolongées.
Les germes intracellulaires tels que Coxiella burnetii, Bartonella ou bien Treponema whippley. Donc, le diagnostic se fait par PCR, la sérologie. Les champignons tels que le Candida, l'Aspergillus. Donc, le diagnostic se fait par des hémocultures prolongées et l'antigénémie aspergillaire. C'est l'antigène galactomannan. L'imagerie, donc la démonstration de l'atteinte anatomique se fait par échocardiographie. Donc le TT réalisé en première intention mais doit être complété par ETO pour augmenter la sensibilité. L'endocardite, le diagnostic de l'endocardite n'est pas éliminé devant un écho-cœur normal. Donc parfois nécessaire de faire une scintigraphie ou bien IRM cérébral. Mais le TEP scan est la technique d'imagerie qui a le mieux démontré son intérêt dans le domaine d'endocardite infectieuse. Autre examen qu'on peut faire pour objectiver donc la recherche de complications sur le sujet, la radiothorax sous dosage de créatinine. Deuxièmement, la mettre en évidence de maladies du système, c'est rechercher des anémies inflammatoires, les plaquettes normales, CRP élevées, l'hématurie, proteinurie, PNNA constante. Autres anomalies biologiques telles que les facteurs rhumatoïdes, cryptoglobulinémie, consommation de coagulation, complexe immune. Maintenant, on passe aux critères de Duke Université. On a des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs sont basés sur l'hémoculture et l'imagerie, et les critères mineurs sont basés sur des phénomènes vasculaires, immunologiques et microbiologiques. En commençant par les critères majeurs. Donc, l'hémoculture, on a soit un agent infection typiquement isolé, c'est-à-dire un agent infection qui est typiquement responsable de l'endocardite, isolé de au moins de hémoculture, qui sont Streptococcus aureus, Streptococcus galalutica, A-sec et Staph aureus, ou bien entérocoque d'origine communautaire en absence d'un foyer infectieux, ou bien hémoculture positive de façon persistante avec un agent infectieux susceptible de cause d'endocardite. Donc c'est l'agent typique. L'agent typique c'est Streptococcus aureus, Streptococcus galalutica, A-sec et Staph aureus. C'est l'agent typique, donc on a besoin de au moins de hémoculture. Ou bien entérocoque d'origine communautaire en absence d'un foyer infectieux. Et dans le cas d'un agent qui n'est pas typique, c'est-à-dire suspect de faire un endocardite, on a besoin d'une hémoculture positive de façon persistante, c'est-à-dire 2 hémocultures positives prélevées à 2 heures d'intervalle, ou bien 3 sur 3, ou la majorité des hémocultures avec un positif à 1 heure d'intervalle entre le premier et le dernier. Troisième proposition dans les hémocultures, c'est un seul hémoculture positive à Coxiella burnetii ou bien sérologie à Coxiella burnetii à titre des anticorps de la phase 1 supérieur à 1 sur 800 ou bien 1 sur 6400. Donc dans le domaine d'hémoculture, on a 3 suggestions. Soit 2 hémocultures positives à un agent typique, soit 2 hémocultures positives de façon persistante, soit une seule hémoculture à Coxiella burnetii. En passant, le deuxième critère majeur, c'est l'imagerie. Donc l'imagerie, soit un écho-cœur qui montre une lésion caractéristique d'endocardite. Maintenant, c'est quoi les lésions d'endocardite caractéristiques? On a en principe 5, soit les végétations, soit abcès paravalvulaire, soit perforation valvulaire, ou bien anévrisme ou bien pseudo-anévrisme intracardiaque, ou bien des insertions d'une prothèse. Donc 5 images caractéristiques: végétation, abcès, perforation, anévrisme, des insertions d'une prothèse.
Ou bien on trouve une anomalie de fixation au niveau du site d'implantation de prothèse valvulaire. Ou bien on trouve une lésion paraprothétique identifiée par un scanner cardiaque. Donc en termes de l'imagerie aussi, on a trois propositions, soit image caractéristique à l'écho, soit une anomalie de fixation au niveau du site de l'implantation de prothèse, ou bien une lésion paraprothétique identifiée par un scanner cardiaque. Maintenant, on passe à les critères mineurs. Donc les critères mineurs, on a 5 critères. Premièrement, la prédisposition cardiaque, c'est-à-dire une cardiopathie à risque ou bien toxicomanie en IV. Deuxièmement, fièvre supérieure à 38 degrés. Troisièmement, un phénomène vasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire un phénomène vasculaire? C'est-à-dire un embole septique dans les gros artères, infarctus pulmonaire, anévrisme mycotique, hémorragie conjonctivale, des taches de Janois et hémorragie intracrânienne. Quatrièmement, phénomène immunologique. Phénomène immunologique, c'est-à-dire glomérulonéphrite, c'est-à-dire protéinure bien maturée, faux panaré d'Osler, facteurs rhumatoïdes et les taches de Rotz. Puis, cinquièmement, les arguments microbiologiques, c'est-à-dire une hémoculture positive, mais pas dans les définitions d'hémoculture à critères majeurs. Ou bien sérologie positive d'un agent susceptible d'entraîner un endocardite infectieuse. Maintenant, pour on dit un endocardite certain, on a besoin soit de critères majeurs, ou bien un critère majeur plus 3 mineurs, ou bien 5 mineurs. Pour l'endocardite possible, donc on a besoin de un seul critère majeur plus 2 mineurs, ou bien 3 mineurs. Pour on dit en endocardite exclue, donc soit un diagnostic différentiel, soit disparition de manifestations telles que la fièvre dans les 4 premiers jours avec son antibiotique, ou bien absence de lésion histologique en 4 jours avant son antibiotique. Donc, pour exclure l'endocardite, 3 situations. Diagnostic différentiel, disparition de manifestations cliniques dans les 4 premiers jours, ou bien absence de lésion histologique en 4 premiers jours. Donc, passons au diagnostic différentiel. Donc, on a les RAA, endocardite lipique, ou bien ce qu'on appelle le Lippmann-Schacht, ou bien maladie thromboembolique, myxome de l'oreillette gauche, endocardite marastique au cours de cancer. On passe au chapitre le plus important, c'est la prise en charge. Maintenant, la prise en charge donc, est en fonction de l'agent causal. En commençant par streptocoque. Donc, la première situation, c'est on a une endocardite infectieuse non compliquée sur une valve native. Donc, on traite par le PNG, 12 à 18 mg par 12 à 18 millions unités, ou bien l'amoxicilline 200 mg par jour, ou bien ceftriaxone 2 g par jour, plus ou moins l'agenta 3 mg par kg par jour. L'alternative, c'est la vanco 30 mg par kg par jour, ou bien ticoplanine 6 mg par kg par jour, plus ou moins l'agenta. La durée est 6 semaines en bithérapie, puis 4 semaines en monothérapie. Au total, 6 semaines. Donc, si on a endocardite avec complications, on donne le PNG ou bien l'amox ou bien ceftriaxone, toujours les mêmes doses, plus l'agenta. L'alternative, la vanco ou bien ticoplanine, plus ou moins l'agenta. La durée de traitement, 6 semaines en bithérapie, puis 2 semaines si on a valve native, ou bien 4 semaines si on a valve prothétique. Maintenant, si on a un endocardite avec une sensibilité à la PNG diminuée, on donne la PNG 24 millions unités par jour, ou bien la max 200 mg par kg par jour plus l'agenta. L'alternative, toujours la vanco ou bien tico plus l'agenta. La durée de traitement comme la précédente, 2 semaines en bithérapie, puis 2 semaines aussi on a valve native, ou 4 semaines si on a valve prothétique. On passe au deuxième germe, c'est l'entérocoque.
L'entérocoque, on a deux types d'entérocoque, Physium et Physicum. Maintenant, si on a une endocardite à sensibilité, donc ou bien un niveau de résistance bas de l'aminoside, donc on donne l'Amox 200 mg par kg par jour plus l'Agenta. L'alternative, la Vanco ou Tico plus l'Agenta. La durée de traitement, c'est 6 semaines. Si on a un niveau de résistance élevé à l'aminoside, parce que l'entérocoque a une caractéristique de résistance à l'aminoside, soit à bas niveau, soit à haut niveau. Donc, si on a à haut niveau, on donne l'amoxicilline plus la ceftriaxone 2 grammes x 2 par jour. L'alternative, c'est la Vanco bien Tico et la durée de traitement, 6 semaines. On passe au troisième agent, c'était Staphylococcus aureus. Donc, pour staphylocoque, si on a une valve native avec un staph MITI-S, on traite par l'oxacycline 200 mg par kg par jour. Alternative, la Vanco. La durée est 4 à 6 semaines. Si on a un valve native mais on a staph MITI-R, le traitement c'est la Vanco ou bien daptomycine. L'alternative c'est le même. La durée de traitement est 4 à 6 semaines. Si on a une valve protitique avec staph MITI-S, on donne l'oxa plus la Genta plus la Refa entre 5 mg, 15 mg par kg par jour. Donc si je ne donne pas la dose, c'est-à-dire ce sont les mêmes doses que je l'ai déjà données, pour les nouveaux médicaments, je donne les posologies comme la rifampicine. C'est la première fois on indique, c'est 15 mg par kg par jour. Donc si c'est prothèse avec staph MITI-S, l'oxa, Genta et la Refa 15 mg par kg par jour. L'alternative Vanco, Genta, Refa. La durée du traitement est 6 semaines avec une bithérapie de 15 jours précédent. Si on a une prothèse avec staph MITI-R, on donne la Vanco ou bien daptomycine plus le Genta plus le Refa. La durée est de 6 semaines avec 15 jours de bithérapie. Maintenant, si on a le cas de traitement empirique sans documentation, si on a un valve valve native, on donne la MOX 200 mg par kg par jour plus l'OXA 200 mg par kg par jour plus la Genta 3 mg par kg par jour. L'alternative, c'est la Vanco plus la Genta. Si on a valve protitique précoce, c'est-à-dire moins d'une année, on donne la Vanco entre 30 à 40 mg par kg par jour plus la Genta plus la Refa. Si une valve protitique est tardive, c'est la même de la valve native. On passe à la dernière situation, ce sont des endocardites à hémoculture négative. C'est le cas de Coxella burnetii. On traite par la doxy 200 mg par jour en péros, plus l'hydroxychloroquine 600 mg par jour. Si allergique à la hydroxychloroquine, on donne l'ofloxacine 400 mg par 400 mg par jour en péros. Donc la durée, si on a une valve native, on donne 18 mois de traitement. Si protitique, 24 mois. On passe à Bartonella, donc on donne la ceftriaxone 2 grammes par jour, ou bien l'Amox 12 grammes par jour, ou bien la Doxy plus la Genta. La durée, c'est 6 semaines avec 3 semaines en bithérapie, associée à la Genta. Treponema Whippley, donc on donne la Doxy plus l'hydroxychloroquine, la durée de traitement 12 mois. Brucella, c'est la Doxy plus la cotrimoxazole 1600 320 en péros, plus la rifampicine 1200 mg par jour en péros. La durée en mois 3 mois. Maintenant, on a des indications de la chirurgie. La chirurgie, les indications, c'est le cas de l'insuffisance cardiaque, OAP ou bien insuffisance cardiaque. Deuxièmement, infection non maîtrisée, soit
soit non maîtrisé, soit un champignon multirésistant, soit hémoculture positive malgré un antibiotique, soit staph ou bien groupe de ASEC. Troisièmement, la prévention de risque d'embolie, c'est-à-dire végétation plus de 10 mm, plus rétrécissement, ou bien végétation persistante plus de 10 mm plus embolisation, ou bien végétation isolée plus de 30 mm, ou bien végétation isolée plus de 15 mm. Et on calcule les points. Donc, on a les situations. Ça, c'est toutes les indications de la chirurgie. Mais on calcule et on va voir est-ce que c'est une chirurgie urgente dans 24 heures, puis ou bien dans une semaine, ou bien programmée. C'est tout. Maintenant, on passe à la surveillance. Donc, la surveillance, il n'existe pas de critères de guérison formel. Seule l'absence de rechute est affirmée la guérison. La surveillance doit être surveillance thermique, surveillance de bilan inflammatoire et d'hémoculture. Donc, en cas de persistance de fièvre, on a 8 situations. La première, antibiotique inadapté. Deuxièmement, intolérance médicamenteuse. Troisièmement, infection nosocomiale. Quatrièmement, phlébite de point d'injection. Cinquième, antécédent de thromboembolie. Sixième, foyer infection persistée au niveau du port d'entrée, ou bien foyer infectieux secondaire, c'est-à-dire métastase septique, ou bien foyer infectieux persisté au niveau de l'endocarde valvulaire, c'est-à-dire un abcès. Maintenant, on a des cas particuliers de l'anticoagulant. Donc, les anticoagulants sont contre-indiqués au niveau d'endocardite. S'il est déjà sous anticoagulant, maintenu s'il est indispensable. Et les anticoagulants oraux, on doit passer à les héparines non fractionnées. On termine par l'antibioprophylaxie. Donc, l'antibioprophylaxie, la prescription d'antibioprophylaxie dans le terme d'endocardite, donc chez les patients à haut risque et subissant une procédure à haut risque aussi. Donc, les cardiopathies à haut risque, j'ai déjà cité dans l'épidémie, 3 situations: prothèse valvulaire, antécédent d'endocardite et cardiopathie congénitale cyanogène. Maintenant, les procédures à haut risque, ce sont les procédures dentaires avec manipulation de la gencive ou bien la région périapicale ou bien effraction de la muqueuse. Ce sont des 3 situations à haut risque. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on donne? On donne un antibiotique, l'amoxicilline, la dose pour l'adulte 2 à 3 grammes, pour l'enfant 50 à 75 mg par kilogramme. L'alternative, c'est la clindamycine pour l'adulte 600 mg. Pour l'enfant, entre 15 à 20 mg par kilo. On donne une dose unique 1 à 2 heures avant le geste, soit péros, soit en IV. Et merci et bon courage.